Le propriétaire d'un bar expulsa un vétéran noir des Navy Seals. Le lendemain, toute son équipe s'il lui rendit visite. Les gens dirent « Tu n'étais pas le bienvenu ici. Trop bruyant. Va chercher ton argent ailleurs. » Le propriétaire du bar cracha ces mots en désignant la porte. Marcus Johnson, un Navy Seal récemment libéré, se tenait immobile, sa bière intacte. Il n'avait pas prononcé un mot, n'avait causé aucun problème, il était simplement resté assis tranquillement à observer. « Bruyant ?» demanda finalement Marcus d'une voix basse et posée. « Je n'avais même pas fini mon premier verre. » Le propriétaire se contenta de faire un geste grossier vers la sortie. « Sors avant que je t'y oblige. » L'après-midi suivant, alors que le bar s'apprêtait à accueillir l'heure de pointe, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et 12 silhouettes imposantes entrèrent, tout affichant la même présence indéniable que Marcus. Marcus cherchait sa place dans un monde qui lui semblait étrange. Après 14 ans comme Navy Seal, un entraînement intensif, des opérations secrètes et des environnements hostiles, ainsi que des liens fraternels indéfectibles, la vie civile lui paraissait étrangement calme. Il avait été libéré avec les honneurs après sa dernière mission, lorsque des blessures l'avaient finalement contraint à une retraite qu'il n'était pas prêt à accepter. Il s'était installé dans la petite ville côtière de Harbor Bay, espérant que l'air marin apaiserait l'agitation qui le consumait. Marcus ne correspondait pas au stéréotype hollywoodien du Navy Seal. Il était de taille moyenne, mince, avec un regard attentif qui voyait tout et une énergie contenue qui le faisait souvent paraître distant. Il avait les cheveux courts et portait des vêtements pratiques et discrets. Il ne cherchait ni les ennuis ni l'attention, juste un moment de normalité, un endroit tranquille pour réfléchir. Il entra au Blue Anchor, un bar du front de mer prisé des locaux et des touristes, réputé pour ses concerts le week-end. Mais ce mardi-là, il était pratiquement vide, seuls quelques habitués étaient penchés sur leurs verres. Marcus s'assit à une table dans un coin, commanda une bière et s'installa pour observer, une habitude inculquée après des années passées à évaluer chaque environnement. Le propriétaire du Blue Anchor, un homme corpulent et perpétuellement grincheux nommé Frank Wilkins, se vantait de tenir un établissement strict. Sa définition de la rigueur se traduisait souvent par l'application arbitraire de règles tacites, selon son humeur ou la perception du client. Il nourrissait une aversion particulière pour les militaires, conséquence d'une altercation mineure impliquant de jeunes marins des années auparavant, qui était devenue un incident grave dans son esprit. Il les considérait comme intrinsèquement problématiques, arrogants et enclins à la violence. Ce que Frank n'admettrait jamais, même en lui-même, c'était à quel point ses préjugés augmentaient de façon exponentielle lorsque ces militaires étaient également noirs. Marcus incarnait ces deux plus grands désagréments, militaire et noir. Lorsque Marcus entra, Frank le remarqua immédiatement. Son intensité tranquille, sa façon de scruter la pièce, sa vigilance subtile. Frank ne vit pas un homme en quête d'un verre tranquille. Il vit une menace potentielle, quelqu'un qui ne correspondait pas à sa clientèle privilégiée de touristes dépensiers ou de locaux soumis. Marcus resta assis en silence pendant une quinzaine de minutes, buvant sa première bière, les yeux fixés sur les cartes marines poussiéreuses accrochées au mur. C'est alors que Frank décida d'agir. Il s'approcha de la table de Marcus, les bras croisés, l'air déjà hostile. « D'accord, mon pote », commença Frank d'une voix inutilement forte dans le calme du bar. « Ça fait 15 minutes que tu es assis là à fixer le bar. Tu prévois quelque chose ?» Marcus leva les yeux, surpris. « Je savoure juste ma bière, en réfléchissant. »« Tu réfléchis ?» ricana Frank. « Je n'aime pas ce genre de raisonnement dans mon établissement. Ça rend les autres clients nerveux. » Il jeta un regard ostentatoire autour de lui, même si les quelques autres clients ignoraient visiblement l'échange. « Mon genre ?» demanda Marcus d'une voix calme, malgré une lueur d'avertissement dans les yeux. « Et quel genre de raisonnement ?» C'est alors que Frank se pencha, son haleine de bière et de cigarette frappant Marcus, le type militaire calme et intense. Puis, regardant Marcus droit dans les yeux, il ajouta « Vous causez toujours des problèmes. Vous pensez que vous pouvez vous mélanger là où vous n'appartenez pas. Les gens comme vous ne sont pas les bienvenus ici. Trop bruyant. » Marcus haussa un sourcil. « Bruyant. » « Je n'ai rien dit à personne, sauf au barman. Je n'ai pas bougé de cette table. »« Peu importe, » répondit Frank sèchement, le visage radieux. « Je connais ton genre. Vous êtes tous pareils. Je dirige un établissement respectable ici. » L'injustice et les préjugés irrationnels se reflétèrent dans le regard de Marcus. Après tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait fait pour le pays que cet homme considérait comme le sien, être jugé et rejeté avec autant de désinvolture par un propriétaire de bar intimidant, uniquement sur la base de sa race et de son comportement, était une pilule amère à avaler. Au coucher du soleil ce soir-là,
Ce que Frank Wilkins, plein de préjugés, ne pouvait imaginer, c'était que son petit acte de discrimination allait se transformer en une leçon d'humilité qu'il n'oublierait jamais. Car chez les Seal, on apprend que la vraie force ne réside pas dans la confrontation immédiate, mais dans la réponse stratégique, celle qui survient au moment où on s'y attend le moins et de manière bouleversante. Si vous avez déjà vu quelqu'un être jugé sur la couleur de sa peau ou sur l'uniforme qu'il porte, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir comment la véritable fraternité réagit lorsqu'on manque de respect à l'un des siens. Marcus retourna lentement à son petit appartement de location, le goût amer de l'injustice encore présent dans sa bouche. Ce n'était pas la première fois qu'il était confronté à une telle situation. Préjugés. Grandir en tant que jeune homme noir dans le sud des États-Unis avait été une leçon constante sur les subtilités et la brutalité du racisme. Mais quelque chose dans cet incident l'avait frappé différemment. En entrant dans son appartement spartiate, Marcus prit son téléphone. Il hésita un instant, puis ouvrit une application sécurisée qu'il avait rarement utilisée depuis sa démobilisation, le canal de communication confidentiel de la SEAL Team 6, son ancien peloton. Il tapa un message simple, encre bleue Arbor Bay. Propriétaire Frank Wilkins. Discrimination raciale explicite contre un vétéran. Pour information, il l'envoya sans attendre de réponse. Il ne demandait pas d'aide. Il ne demandait pas d'intervention. Il s'agissait simplement d'un partage d'informations, comme il avait appris à le faire au cours de ses années de service comme agent de renseignement sur le terrain. Pendant ce temps, au Blue encore, Frank Wilkins arrosait ses préjugés de généreuses doses de whisky bon marché. Je n'arrive pas à croire que ce type ait eu l'audace de se comporter comme s'il avait sa place ici, se plaignit-il à Mike, son agent de sécurité, un ancien combattant de MMA raté qui partageait ses vues étroites. Ces militaires se croient. Ils sont spéciaux, et quand ils le sont, vous savez. Frank fit un geste vague qui remplaça des mots qu'il savait ne pas pouvoir prononcer à voix haute. On dirait qu'ils veulent tout dominer. Pas dans mon bar. Mike hocha la tête, la cicatrice sur son visage se déformant sous son sourire en coin. Vous avez bien fait de le virer. Ces types ne comprennent rien d'autre que la force. Le lendemain matin, le téléphone de Marcus sonna à 5h30, précisément l'heure à laquelle il se réveillait depuis 14 ans. Marcus, la voix était inimitable. C'était le commandant Carlos Hernandez, son ancien chef d'équipe. « Commandant » répondit Marcus, instantanément alerte. « J'ai reçu votre message. J'ai parlé à certains des gars. » Un silence prolongé s'installa. Nous étions intéressés par cet établissement. Marcus se redressa. « Monsieur, ce n'était pas mon intention. » « Quand quelque chose affecte l'un d'entre nous, cela nous affecte tous, » interrompit Hernandez. De plus, beaucoup d'entre nous étaient sur le point d'être transférés à la base navale de West Point. C'était à seulement 30 minutes de Arbor Bay. La révélation surprit Marcus. Il ne savait pas que son ancienne unité était transférée si près. « C'est intéressant, » répondit-il prudemment. « Très intéressant, » acquiesça Hernandez. « Il nous faudrait un endroit pour nous détendre le week-end. » Un bar en bord de mer semblait idéal. Sa voix prit le ton qu'il utilisait pour planifier des opérations sensibles. Nous envisagions de visiter l'établissement, d'évaluer l'ambiance, de voir si le propriétaire était réceptif à la clientèle militaire. Marcus sentit un sourire involontaire apparaître. « Je vois. Je serai en ville demain. Café à 20h chez Porter. J'y serai, monsieur. » Au Porter dîner, Hernandez, un homme d'origine mexicaine aux cheveux grisonnants et au regard capable de transmettre des ordres sans parole, était ponctuel à 20h. Il ne portait pas d'uniforme, mais sa carrure athlétique et sa posture impeccable laissaient transparaître son identité militaire. Marcus, lui, le salua d'une poignée de main ferme. Il semblait que la vie civile n'était pas aussi paisible qu'on le pensait. Après avoir brièvement discuté de la transition vers la vie civile, Hernandez posa un dossier sur la table. « Nous avons fait un petit tour. Recherche sur M. Wilkins et son établissement. » Marcus ouvrit le dossier et trouva des photos, des rapports financiers et un historique de plaintes déposées auprès de la ville. « Comment avez-vous obtenu cela si rapidement ?» Hernandez sourit. « Vous n'étiez pas le seul agent de renseignement de l'équipe, Johnson. Nous avions des amis au service des licences commerciales, au fisc et au service de la santé. » Le dossier révélait une tendance. Au cours des 3 dernières années, 5 plaintes officielles pour discrimination avaient été déposées contre le Blue encore. Toutes classées sans suite. 2 provenaient de militaires noirs d'une base voisine. Frank avait également vu 2 infractions sanitaires récentes résolues avec une rapidité suspecte. « On dirait que notre ami avait un problème de comportement », commenta Hernandez. « Et peut-être aussi des amis des forces de l'ordre municipal. »
Marcus feuilleta calmement les documents. Son esprit, habitué à identifier les schémas et les vulnérabilités, commençait déjà à établir des liens. Il ne s'agissait donc pas d'un incident isolé. Exactement. Il s'agissait d'un schéma systématique de discrimination, désigna Hernandez en montrant une feuille spécifique. Et curieusement, la licence d'alcool de son établissement était en cours de renouvellement. Marcus leva les yeux, comprenant la portée. « Qu'aviez-vous en tête, commandant ?» Disons simplement que 6 membres de l'équipe seraient en congé demain et que nous étions tous curieux de découvrir ce bar en bord de mer si sélectif. Hernandez esquissa un sourire que Marcus connaissait bien pour ses missions les plus difficiles. « Vous joindriez-vous à nous ?» Marcus hésita une seconde avant d'acquiescer. Quel était le code vestimentaire? Décontracté. Très décontracté. Hernandez termina son café. Nous voulions être de simples citoyens profitant d'un vendredi après-midi. Ce soir-là, Marcus observa le Blue encore de loin. Frank Wilkins se tenait à l'entrée, riant aux éclats avec des clients qui partageaient son apparence et probablement ses préjugés. L'homme ignorait que son petit empire de l'intolérance allait recevoir des visiteurs très spéciaux. Ce que Frank Wilkins ne réalisa pas, en servant à boire à ceux qu'il jugeait dignes de son établissement, c'était qu'il avait réveillé quelque chose de bien plus dangereux que la colère. Il avait activé le réseau de solidarité le plus meurtrier du pays. Des hommes qui avaient mené des opérations sur le terrain le plus hostile de la planète mettaient maintenant leur entraînement impeccable au service d'une mission à domicile. Un terrain vague, lui enseignant une leçon inoubliable de respect et de conséquence. Et lorsque la tempête silencieuse éclata enfin, il n'y aurait plus d'abri pour les préjugés qu'il affichait si fièrement comme règlement intérieur. À 16h30, le vendredi, le Blue encore commença à se remplir. Frank Wilkins supervisait le bar avec son arrogance habituelle, jetant parfois des regards dédaigneux aux clients qui ne correspondaient pas à son idéal. Mike, le videur, restait stratégiquement posté près de l'entrée, intimidant sélectivement tous ceux que Frank désignait par des gestes subtils. La porte s'ouvrit et Frank leva à peine les yeux. Un homme noir de taille moyenne entra, c'était Marcus. Frank croisa immédiatement le regard de Mike, qui commença à se diriger vers l'entrée. Mais avant qu'il ait pu faire 3 pas, un événement inattendu se produisit. La porte s'ouvrit encore et encore. Un à un, 12 hommes entrèrent, chacun affichant la même posture distinctive. Le dos droit, les mouvements contenus, le regard attentif. 6 étaient noirs, 3 latinos, 3 blancs, d'ethnies différentes, mais avec la même prestance. Un groupe d'une diversité impressionnante, mais pourtant uniforme dans sa précision militaire. Les habitués comprirent immédiatement qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Les conversations cessèrent. La musique sembla soudain lointaine. Frank sentit un frisson lui parcourir le dos tandis que les hommes, sans échanger un mot, se positionnaient stratégiquement dans l'établissement. Le commandant Hernandez se dirigea directement vers le bar. « Monsieur Wilkins, je suppose. » Sa voix était calme, presque cordiale, mais empreinte d'une autorité incontestable. Frank déglutit difficilement. « Oui. Comment puis-je vous aider ? » « Je m'appelle Carlos Hernandez. Ce sont mes collègues. » Il n'en dit pas plus. Il n'en avait pas besoin. Nous souhaitions faire connaissance avec votre établissement. Nous avions entendu dire que vous étiez sélectif quant à votre clientèle. Frank jeta un regard désespéré à Mike, qui resta immobile, soudain conscient d'être complètement dépassé. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » tenta Frank, sa voix trahissant sa nervosité. Tout le monde était le bienvenu ici. « Intéressant, » répondit Hernandez. Il fit un geste et l'un des hommes que Frank apprendrait plus tard s'appelait Doc posa un dossier sur le comptoir. Parce que nous avions des preuves du contraire. Doc ouvrit le dossier. 5 plaintes officielles de discrimination au cours des 3 dernières années. 2 cas spécifiquement de militaires noirs. Curieusement, tous classés sans conséquence. Il tourna la page. Et là, les dossiers de vos violations de santé, résolus avec une rapidité inhabituelle. Le visage de Frank se vida. « Comment aviez-vous fait ?»« Peu importe, » interrompit Hernandez. « Ce qui compte, c'est qu'hier soir, vous aviez expulsé un homme de cet établissement sans autre raison valable que vos propres préjugés. Un homme qui avait servi ce pays pendant 14 ans, risquant sa vie pendant que vous serviez des boissons à une clientèle sélectionnée selon sa couleur de peau. » Frank comprit alors la gravité de la situation. Son regard parcourut nerveusement les hommes, les reconnaissant enfin. Pas seulement des militaires, mais des SEAL, l'élite des forces spéciales américaines. Écoutez, il devait y avoir un malentendu, tenta Frank, son arrogance initiale s'évaporant complètement.
Il n'y avait pas de malentendu, monsieur Wilkins. La voix de Marcus résonna clairement alors qu'il s'approchait du bar. Vous aviez été très clair la veille. Les personnes comme vous n'étaient pas les bienvenues ici. Vous étiez simplement curieux de comprendre. Vous saviez parfaitement quel type de personne vous étiez. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les clients observaient, beaucoup d'entre eux ayant déjà sorti leur téléphone pour enregistrer la scène. L'indécile, un homme imposant surnommé Tank, s'approcha du comptoir. Monsieur Wilkins, nous tenons à vous informer que votre permis de débit de boisson est actuellement en cours de révision. Par coïncidence, votre sœur travaillait pour la commission de réglementation. Et votre cousin, ajouta un autre cil, était journaliste au Harbor Bay Chronicle. Il adorait écrire des articles sur la discrimination systématique dans les établissements locaux. Frank sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi ? Que voulez-vous ? Hernandez sourit pour la première fois. Nous souhaitons un endroit où nous pourrions nous détendre le week-end. Un lieu où chacun est le bienvenu, quelle que soit sa couleur de peau ou son origine militaire. Un endroit où le respect est la norme. Doc glissa alors un document sur le comptoir. Nous avons quelques suggestions pour que le Blue Anchor devienne cet endroit. Frank examina le document, les mains tremblantes. C'était un engagement détaillé, comprenant un don substantiel aux organisations de défense des droits civiques, une formation obligatoire à la sensibilisation pour tous les employés et une politique antidiscrimination clairement affichée à l'entrée. C'est de l'extorsion, murmura Frank, sans conviction. Non, monsieur Wilkins, répondit calmement Marcus. C'est une opportunité. L'opportunité de faire ce qu'il faut sans que votre licence soit révoquée ou que votre établissement devienne le centre d'un scandale public lié à la discrimination. L'opportunité d'apprendre et de grandir plutôt que de tomber. Frank regarda autour de lui. Ses clients habituels observaient en silence. Mike était resté figé. Personne n'était de son côté. Et si je refusais ? Demanda-t-il dans un dernier éclat de défi. Hernandez sourit à nouveau. Nous ne sommes pas ici pour vous menacer, monsieur Wilkins. Nous parlons simplement en tant que citoyens concernés. Des citoyens ayant des amis dans des positions influentes, des citoyens qui valorisent la justice et le respect. À ce moment-là, réalisant l'ampleur de son erreur, Frank Wilkins comprit une vérité fondamentale. Le véritable pouvoir n'avait jamais besoin de violence pour s'imposer. Dans le reflet des yeux calmes et déterminés de ces hommes, formés pour renverser des dictateurs et démanteler des cellules terroristes, il vit quelque chose de bien plus terrifiant que des menaces physiques. Il vit une justice implacable, méthodique et inévitable. Alors que Frank signait le document avec des mains tremblantes, les clients applaudirent spontanément. Et dans le silence qui suivit, une question flottait dans l'air. Comment reconstruire un monde à partir des décombres des préjugés ? La réponse commençait ici, dans un bar en bord de mer, où la marée du changement commençait enfin à monter. Dans les semaines qui suivirent l'incident du Blue Anchor, la communauté locale fut témoin d'une transformation que peu de gens auraient pu prédire. Le bar, autrefois connu pour son atmosphère exclusive, devint le symbole d'un changement social plus large qui se répandit dans toute la ville côtière. Frank Wilkins tint parole, non pas par choix, mais par nécessité. La vidéo de la confrontation, enregistrée par plusieurs clients, circula rapidement sur les réseaux sociaux. En 48 heures, le Blue Anchor se retrouva confronté à une avalanche de critiques en ligne et de manifestants sur le trottoir. La commission des licences d'alcool ouvrit une enquête officielle sur des plaintes antérieures qui avaient été classées. Le premier changement visible fut le panneau à l'entrée du Blue Anchor, où il était désormais écrit que tout le monde était le bienvenu. Ce n'était pas qu'une simple phrase creuse. Frank, confronté à la réalité financière d'une entreprise en difficulté, mit en œuvre chaque élément de l'accord signé sous l'œil vigilant des cils. Le programme de formation antidiscrimination destiné aux employés fut dirigé par une organisation locale de défense des droits civiques qui reçut une partie du don substantiel de Frank. Mike, l'agent de sécurité, fut remplacé par une équipe diversifiée de professionnels formés non pas pour intimider, mais pour garantir un environnement sûr pour tous. Pour Marcus, le changement était plus profond que la satisfaction de voir la justice rendue. Par un après-midi ensoleillé, 3 mois après l'incident, il était assis sur la terrasse du Blue Anchor, regardant les vagues se briser sur la plage tout en discutant avec Hernandez. « Je n'aurais jamais pensé que je serais assis ici à boire tranquillement », dit-il en prenant une gorgée de sa bière. Hernandez sourit. Il n'a jamais été question du bar en lui-même, Marcus. Il s'agissait d'établir que personne, pas même le propriétaire d'un bar dans une petite ville, n'est au-dessus des conséquences de ses préjugés. Le Blue Anchor servait désormais de lieu de rencontre non officiel pour les cils transférés à la base navale de West Point, comme prévu. Mais plus important encore,
c'était devenu un endroit où les vétérans de tous horizons trouvaient camaraderie et respect. Frank Wilkins apparaissait rarement dans la salle principale. Il dirigeait l'entreprise depuis l'arrière, sa présence diminuée par l'ombre de ses propres actions. Lorsqu'il croisa le chemin de Marcus, il hocha brièvement la tête, son visage affichant un masque d'humilité forcée qui n'atteignait jamais ses yeux. Frank n'avait pas changé à l'intérieur. Peu de racistes réagissent ainsi lorsqu'ils sont exposés, mais ses actions avaient changé, et c'était ce qui comptait. Arbor Bay Tour and Adventures, dit Hernandez en désignant la brochure posée sur la table. Comment vont les affaires? Marcus sourit sincèrement. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Apparemment, mes compétences en navigation et ma formation en terrain accidenté sont parfaites pour guider les touristes lors d'expéditions côtières. Après des années de service en mission où il devait se fondre dans l'ombre, Marcus découvrit des talents qui brillaient au grand jour. Sa nouvelle entreprise de tourisme d'aventure démarra modestement avec un seul bateau de location. 3 mois plus tard, il possédait 2 bateaux et avait une liste d'attente de clients. Et qui serait intéressé par un investissement dans votre entreprise? Demanda Hernandez avec un sourire mystérieux. Marcus haussa un sourcil. Quoi? Et toi? Pas seulement moi, répondit Hernandez. Toute l'équipe. Nous recherchons des investissements pour le fonds de pension SEAL. Votre entreprise semble prometteuse. L'après-midi même, Marcus signa les papiers dans son bureau improvisé sur la jetée, officialisant le partenariat qui allait étendre Arbor Bay Tour and Adventures à 5 bateaux et 12 employés, dont 4 vétérans au chômage que Marcus avait personnellement recrutés. Pendant ce temps, le Blue Anchor se forgeait peu à peu une nouvelle réputation. Un panneau discret à l'entrée indiquait désormais que 5% des recettes étaient reversées à des associations de soutien aux vétérans et à des causes antiracistes. Par un vendredi soir particulièrement chargé, 6 mois après l'incident, Marcus observa la salle bondée. Sur scène, un groupe entièrement composé de vétérans se produisait. Dans la foule hétéroclite, locaux, touristes, marins et civils se mêlaient sans distinction. Frank, qui servait au bar avec une expression résignée, croisa le regard de Marcus et hocha la tête avec raideur. Il n'y avait là aucune amitié, aucun pardon sincère, juste la reconnaissance silencieuse d'une leçon durement apprise. Parfois, commenta Doc, désormais investisseur dans l'entreprise de Marcus, la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un, mais de transformer complètement le monde qui l'entoure. Ce n'était pas une vengeance, Marcus, répondit calmement. C'était la justice. Et la justice ne consiste pas seulement à punir le mal, mais à créer le bien. L'histoire du Blue Anchor se répandit au-delà de Arbor Bay. Elle devint une étude de cas en matière de formation en entreprise sur l'inclusion. Frank, toujours propriétaire nominal, n'était plus qu'un simple employé de son propre établissement. La conséquence durable de décennies de préjugés était enfin révélée. Pour Marcus, cet incident marqua non seulement le début d'une vie civile réussie, mais aussi un nouveau but. Grâce à son entreprise, il créa des opportunités pour d'autres vétérans en transition. Par son exemple, il montra que la dignité discrète est souvent plus éloquente qu'une colère explosive. Comme il le disait souvent aux jeunes vétérans qui l'encadraient, on nous a appris à nous battre avec des armes. Mais la bataille la plus importante est celle que nous menons avec intelligence, stratégie et intégrité. Pas seulement pour gagner, mais pour transformer. La véritable force ne réside jamais dans l'humiliation ou la dévalorisation, mais dans le fait de s'élever non seulement soi-même, mais aussi toute une communauté. Si cette histoire d'injustice s'est transformée en changement positif pour vous, vous devriez vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages montrant que le véritable courage ne naît souvent pas de la confrontation directe, mais de la sagesse de savoir quand et comment mener les batailles qui comptent vraiment.